Très tôt dans la Covid-19, a émergé une inquiétude sur un potentiel effet délétère de ces traitements chez les patients traités qui feraient des formes peut-être plus graves ou des infections plus fréquentes et plus sévères. Et pourquoi? Eh bien en fait parce que on a découvert assez rapidement que l'ACE2, je vous ai dit qu'il favorisait les effets bénéfiques, était aussi le récepteur du virus, du SARS-CoV-2. Et en se fixant sur l'ACE2, le SARS-CoV-2 s'internalise plus facilement dans la cellule. Et donc, assez rapidement, deux hypothèses ont émergé, en fait. Ceux qui pensaient que les inhibiteurs du système réninane-angiotensine étaient délétères en favorisant l'internalisation du virus et donc le risque d'infection, voire d'infection sévère. Et ceux qui pensaient au contraire que, non, au contraire, en bloquant la voie de l'angiotensine 2, en favorisant celle de l'angio 1,7, on rétablissait l'homéostasie et donc les traitements avaient plutôt des effets bénéfiques. Donc à partir de là, en fait, il y a une myriade d'études observationnelles qui ont été publiées dans la littérature pour étudier les effets de ces traitements, allant donc montrant soit un effet bénéfique, soit un effet délétère, soit pour la majorité d'entre elles, l'absence d'association entre le traitement et le pronostic de la Covid. Donc en France, qu'est-ce qui se passait au même moment? Eh bien, l'INSERM mettait en place une étude nationale multicentrique de patients hospitalisés avec une infection virologiquement confirmée. C'était la cohorte French Covid. Cette cohorte, elle a inclus plus de 4000 sujets dans 150 centres répartis sur l'ensemble du territoire, comme vous le voyez ici. Et notre groupe de travail s'est intéressé à regarder l'association entre le traitement chronique par inhibiteur du système rénine-angiotensine et la mortalité dans la Covid à partir des patients inclus dans cette cohorte. En fait, on a fait deux choix méthodologiques importants que je vais détailler là et j'y reviendrai par la suite. Le premier, c'est qu'on a restreint nos patients à des patients, on a restreint les sujets inclus, à des patients déclarés hypertendus à l'admission. Et le deuxième choix méthodologique, c'est qu'on a défini l'exposition par le fait de prendre des traitements des IEC ou des sartans de façon chronique, avant l'admission à l'hôpital. Donc notre population était constituée de 1100 sujets, de 70 ans en médiane, et vous voyez les principales comorbidités qui étaient l'obésité, le diabète et les maladies cardiaques chroniques. Très rapidement, nos résultats, donc on a mené des modèles de Cox avec différentes méthodes d'ajustement ou de pondération sur le score de propension. Ces résultats ne mettaient pas du tout en évidence d'association entre le traitement chronique et la mortalité par Covid. Alors en fait, ce qui nous a intéressés pour aller plus loin, c'était de comprendre pourquoi il y avait des résultats aussi discordants dans la littérature finalement. Donc on a poursuivi le travail en réalisant une revue systématique d'études qui s'intéressaient au lien entre ces traitements et le pronostic de la Covid, jusqu'en novembre 2020. Une double lecture a permis d'extraire un certain nombre d'informations sur le contexte, le plan expérimental, la population incluse, la définition de l'exposition, les critères de jugement, les méthodes statistiques, les résultats et bien sûr les conclusions des auteurs. On a retrouvé 65 études sur la période qu'on a essayé de classer selon une hiérarchie avec différents niveaux. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on va voir en particulier un premier niveau qui concernait la façon dont les auteurs définissaient leur exposition au traitement, soit une exposition chronique, soit une exposition définie à l'hôpital, soit une exposition incertaine. Et le deuxième niveau qui concernait une population d'analyse qui était restreinte sur le fait que les patients étaient hypertendus, ou au contraire tout venant. On a trouvé 34 études qui avaient été menées dans une population restreinte à des sujets hypertendus. Et le premier résultat intéressant, en fait, c'est justement dans les autres études, celles qui n'avaient pas restreint sur ce critère-là, où un effet délétère du traitement était retrouvé. À titre d'exemple, une cohorte française sur 266 sujets a regardé le lien entre l'exposition chronique au traitement et un critère composite d'admission à réanimation ou décès. Et vous voyez que les auteurs mettent en évidence avant et après ajustement un effet délétère du traitement, suggérant un signal de sécurité. Ce phénomène, il est montré également dans cette étude coréenne sur la base nationale de l'assurance maladie, sur 5000 sujets, qui a regardé le lien entre les traitements dans les 30 jours avant le diagnostic de Covid et la mortalité hospitalière. Et donc, les auteurs, ils font d'abord une analyse globale sur l'ensemble de la population,
ils mettent en évidence un très fort risque du traitement avant ajustement, qui est complètement rétabli après ajustement, suggérant un biais d'indication. Et il faut une deuxième analyse restreinte au sujet hypertendu, donc aux 542 sujets, et là ne mettent pas du tout en évidence l'effet du traitement. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Quand on restreint au sujet hypertendu, eh bien, on se place dans une population qui, de base, a une indication à un traitement de première ligne. Les inhibiteurs du système rénine-angiotensine sont un des traitements proposés en première intention, mais il y en a d'autres. Et donc, on se retrouve à comparer un groupe exposé aux inhibiteurs du SRA à un groupe non exposé, qui en réalité peut être traité par d'autres types de traitements. Mais donc, d'une certaine façon, ces deux groupes sont plus comparables qu'ils ne le seraient si on comparait des exposés et des non exposés dans une population tout venant. Donc en restreignant en fait la population d'analyse sur des sujets hypertendus, d'une certaine façon, on prend en compte le biais d'indication. Et c'est notre premier point de vigilance, qui est l'importance d'homogénéiser les critères de sélection dans les études observationnelles. Le deuxième résultat intéressant, ça a été de voir que les effets protecteurs du traitement étaient mis en évidence essentiellement dans les études qui avaient défini l'exposition par un traitement pris à l'hôpital, ou prescrit à l'hôpital. Voilà, à titre d'exemple, cette étude multicentrique chinoise sur plus de 1000 sujets, donc qui regardait les inhibiteurs de SRA prescrits à l'hôpital et leur lien avec le décès à 28 jours. Vous voyez donc ce très fort effet protecteur des traitements avec un hazard ratio à 0,34, avec un appariement sur score de propension et un ajustement, et la conclusion des auteurs qui indique un effet bénéfique du traitement. Alors, le problème de définir l'exposition en cours d'hospitalisation induit deux problèmes, induit deux biais. Le premier, c'est le biais d'immortalité, c'est-à-dire qu'il faut survivre suffisamment longtemps pour avoir l'opportunité d'être exposé, et finalement, les sujets qui décèdent rapidement n'ont pas le temps d'être exposés, et donc se retrouvent majoritairement dans le groupe non exposé, induisant une sous-estimation de l'effet du traitement. Le deuxième problème, c'est la causalité inverse, c'est-à-dire que on va avoir tendance à prescrire plus préférentiellement le traitement à des sujets de meilleur pronostic, et au contraire à l'arrêter chez les sujets de moins bon pronostic. Donc ça me conduit à notre deuxième point de vigilance, qui est de définir l'exposition au moment où on recrute les sujets, au moment où on les sélectionne en fait, dans l'étude. Alors il y a eu aussi des méta-analyses qui ont été publiées sur la période. Certaines d'entre elles mettaient en évidence un effet global favorable, bénéfique du traitement. C'est assez amusant de constater que celle-ci par exemple, a poolé des études étudiant une exposition chronique avec des études étudiant une exposition intra-hospitalière. D'ailleurs, la chinoise dont je vous ai parlé précédemment, elle est là. Et donc, on peut assez facilement repérer en fait les études d'exposition intra-hospitalière comme étant celles qui ont leur point d'estimation à gauche de la barre, alors que les autres sont plutôt des expositions chroniques. Donc, vous avez vu, il y a une myriade d'études qui a été publiée sur cette période. Je fais partie de ceux qui pensent que les études observationnelles, elles gardent leur place quand on souhaite évaluer l'effet d'un traitement. Mais quand on veut faire des essais émulés, il est important de respecter un certain nombre de règles et de cadrer la méthodologie, en particulier par rapport à ce que je viens de dire, l'homogénéisation des critères de sélection, la définition de l'exposition et la prise en compte du défaut de randomisation qui induit du coup un biais d'indication. Alors, nous, dans notre analyse que nous avons fait de la French Covid, on ne mettait pas en évidence d'association entre le traitement et le pronostic. Ces résultats, ils ont été confirmés par les résultats de deux essais publiés très récemment, Replace Covid et Brace Corona. Ces essais regardaient l'effet de arrêter versus poursuivre le traitement et concluaient à l'absence d'effet de l'intervention et recommandaient donc de ne pas interrompre le traitement en cours d'hospitalisation. Il y a d'autres essais qui sont en cours, qui regardent plutôt l'intérêt d'introduire un traitement versus non chez des patients qui ne sont pas traités et qui devraient fournir prochainement des résultats. En tout cas, ce qu'on espère, c'est que ces essais-là et ces résultats à venir mettront fin au débat. Voilà, je remercie le groupe de travail d'Erasblocker, en particulier Emmanuel Vidal-Petiot, qui m'a aidé à construire les diapos d'introduction sur le système rénine-angiotensine. Voilà. Dominique Costagliola, le pilotage de la French Covid avec Jade Ghosn et Catherine Chirouz, les coordonnateurs, France Maintré, Cédric Lawinant du Centre de méthodologie Reacting, et puis toutes les personnes impliquées sur la cohorte, sur l'ensemble du territoire. Merci beaucoup.